Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième webinaire Primo à destination des biologistes et de tous ceux que le CASFM intrigue ou passionne. Je suis Olivier Lemenant, biologiste pour la mission nationale de surveillance de la résistance aux antibiotiques en soins de ville et secteur médico-social. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir le docteur Frédéric Schramm. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Olivier et bonsoir à tous les auditeurs. Frédéric, vous êtes maître de conférences universitaires et praticien hospitalier au laboratoire de bactériologie du CHU de Strasbourg et membre du CASFM. Vous en êtes d'ailleurs le secrétaire. Vous allez ce soir nous apporter votre éclairage sur le CASFM et ses petits détails, notamment techniques, qui font la différence lors de réalisation d'antibiogrammes. Euh, pendant que j'y pense, n'hésitez pas, hein, tous ceux qui nous regardent, à poser vos questions sur le chat. On aura un peu de temps en fin d'intervention, à la fin de l'intervention de Frédéric Schramm pour lui poser ces questions. Donc, vous les posez sur le chat et je me ferai votre voix et on laissera Frédéric nous apporter ses réponses à vos questions. Donc, avant de vous donner la parole, Frédéric, et le temps que tout le monde se connecte, je souhaiterais présenter quelques éléments de la mission Primo pour ceux qui ne la connaissent pas. La mission Primo fait partie du REPIAS, le réseau de prévention des infections associées aux soins. C'est un réseau piloté par Santé publique France. C'est CEPIAS des Pays de la Loire qui a la responsabilité de cette mission pour le mandat 2018-2023 en collaboration avec le CEPIAS Grand Est. Donc, la surveillance de la résistance aux antibiotiques primo s'intéresse à 5 grands pathogènes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, également les entérobactères, Klebsiella aerogenes et le staphylocoque doré. Depuis 2018, nous accueillons chaque année de nouveaux laboratoires dans cette surveillance. Donc, sur ce graphe, vous voyez la progression. En 2021, 1500 laboratoires, ce qui représente environ 37% des laboratoires installés en France, nous ont transmis leurs données, ce qui représente un peu plus de 759 000 antibiogrammes. Et la grande majorité, 725 000, étaient des antibiogrammes urinaires d'entérobactéries. Donc ici, la répartition de ces laboratoires, ils sont répartis dans les 13 régions métropolitaines, la Martinique et les îles de Guadeloupe. Et ces 1500 laboratoires, en fait, sont regroupés au sein de 55 structures. Chaque point bleu sur la carte ici représente un laboratoire participant. Les points blancs sont les laboratoires qui ne participent pas encore. Et si parmi les auditeurs, certains se reconnaissent, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter et s'ils sont intéressés par la surveillance de la résistance, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Nous serons heureux de les accueillir pour cette année. Voici quelques éléments je ne vais pas faire l'ensemble des données Primo, mais voici quelques données de résistance au C3G. Ce que Primo fait, c'est cette surveillance. Nous produisons une cartographie régionale. Ici, la résistance au C3G chez Escherichia coli et les Klebsiella pneumoniae, en distinguant les domiciles et les EHPAD. Et ce qu'on observe notamment à domicile, c'est que depuis 2017, la résistance au C3G semble se stabiliser un peu au-dessus de 3%, mais bien sûr, c'est à suivre et à surveiller dans les années à venir. Les données de la surveillance Primo sont disponibles sur antibioresistance.fr en temps réel, au fur et à mesure que nous recevons ces données, que nous les traitons, nous les chargeons sur notre e-outil, donc antibioresistance.fr. Sur antibioresistance.fr, vous pouvez aller faire vos propres analyses, regarder ce que donne la résistance aux antibiotiques chez coli, Klebsiella et staph doré à un antibiotique donné sur une période donnée. Vous pouvez également générer vos propres cartographies en fonction de la question que vous posez. Sont également disponibles nos rapports, notamment le dernier rapport qui a été publié par Santé publique France le 18 novembre, qui présente les premières données de la surveillance observée en 2021 et suivra plus tard en début d'année prochaine le rapport complet traitant de l'ensemble des données Primo. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps parce que le sujet ce soir, c'est le CASFM, ces petits détails qui font la différence. Je remercie quand même, avant de donner la parole à Frédéric Schramm, tous les participants, tous les laboratoires qui participent à la surveillance. Ceux qui souhaitent participer peuvent nous envoyer un message, c'est à Thibaut ou moi-même, à l'adresse qui est indiquée ici. Et puis, bien sûr, je remercie
toute l'équipe, notamment Gabriel Bergan, le responsable, Jocelyne Caillon, Thomas Couefit, notre data manager. Voilà, j'arrête le partage. Je vous donne la main, Frédéric. Ok, donc bonjour à tous. Merci de nous donner l'opportunité de vous présenter un petit topo sur le CSFM. Et pour une fois, j'ai choisi de vous parler un petit peu de technique concernant l'antibiogramme par diffusion en milieu gélosé avec les disques ou avec les bandelettes à granulats de concentration, en me disant que même si la plupart des laboratoires, notamment en ville, utilisent des automates, eh bien, on est quand même régulièrement amené à faire des contrôles au moins en disque. Et bien, dans certains cas, il y a des petits détails effectivement qui peuvent faire la différence. J'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer concernant cette présentation. Juste pour vous rappeler que les recommandations, en fait, sont les recommandations de Lecast. Vous les retrouvez sur le site de Lecast et c'est vraiment une mine d'informations en cliquant sur les différents onglets qui sont à gauche. Vous aurez accès vraiment à beaucoup, beaucoup de données. Et bien sûr, les recommandations de Lecast sont moulinées par le CSFM et sont traduites dans un document qui paraît au moins une fois par an. Et c'est là-dedans, en fait, que vous aurez toutes les recours. Alors, quand une nouvelle version du CSFM arrive, c'est vrai que la première question qu'on se pose, c'est quelles sont les nouveautés? Alors, pour ça, vous avez dans l'avant-propos un petit résumé des principales modifications qui vont figurer dans le document. Vous avez également un petit tableau juste après qui mentionne certaines modifications qui peuvent être présentes dans le document, mais pour lesquelles on a éventuellement fait le choix de ne pas surligner en jaune, soit parce que c'est des petits détails, soit parce que c'est des éléments supprimés. Donc là aussi, vous trouverez des infos. Et puis surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se précipitent pour voir est-ce qu'il y a des nouveaux chapitres ou est-ce qu'il y a des chapitres qui ont été entièrement révisés. Pour l'année 2022, c'est notamment le chapitre Neisseria gonorrhoeae et Helicobacter pylori qui ont été vraiment entièrement revus par rapport à l'année 2021. Et puis, un nouveau chapitre qui est apparu concernant les vibrilles. Et puis, bien sûr, ensuite, on se focalise au sein de chacun des chapitres sur tous les éléments qui sont surlignés en jaune et qui nous montrent les nouveautés. En revanche, eh bien, ce faisant, on n'a peut-être pas le réflexe de se dire de revenir un petit peu sur toutes ces pages méthodologiques. C'est vrai que quand on regarde ce sommaire-là, en point 2, conditions techniques générales pour les méthodes par diffusion, eh bien, on n'a peut-être pas trop le réflexe de se dire est-ce que toutes les recommandations qui figurent dans ces chapitres, est-ce que je les applique bien comme il faut? Et pourtant, on nous dit bien, comme dans toute méthode, les techniques décrites doivent être suivies sans aucune modification de façon à obtenir des résultats corrects. Donc, au niveau de cette partie introductive, vous voyez qu'on a 8 pages en tout de méthodologie, dont 7 qui concernent la diffusion en milieu gélosé. On peut se demander si effectivement on maîtrise bien tous ces paramètres. Et puis, un autre aspect, c'est dans chacun des chapitres spécifiques, on a bien sûr les breakpoints, c'est ce qu'on regarde en priorité, mais on a également beaucoup de notes qui sont associées à ces breakpoints, dont certaines qui sont là, présentes dans le document depuis longtemps, voire très longtemps, et peut-être que parfois on n'a plus connaissance des informations qui sont notées dessus. Donc voici le programme que je vous propose. Donc vous avez compris que je parlerai exclusivement de l'antibiogramme par diffusion en vous présentant une sélection de quelques aspects méthodologiques que j'estime importants et que, au sein des différentes discussions que j'ai pu avoir, m'ont montré que dans certains laboratoires, c'est pas forcément toujours respecté à la lettre. Donc, je vais parler d'éléments concernant la réalisation technique de l'antibiogramme, quelques éléments sur la lecture et le rendu, mais je n'aborderai pas des points qui concernent, par exemple, l'interprétation des résultats. Et puis, si j'ai un tout petit peu de temps à la fin, je vous parlerai un tout petit peu des documents pédagogiques qui sont à votre disposition pour mettre en place les nouvelles recos sur le rendu. Donc, on va attaquer directement avec cette première grande partie sur ces détails. Donc, des détails, il y en a des moyennement importants, mais il y en a des petits, des grands, et on va voir un petit peu l'importance de tout ceci. Alors, le premier élément que je vais aborder, c'est les contrôles de qualité des disques. Alors, voici une question qui est fréquemment posée à Lecast, qu'on va trouver dans la Frequently Asked Question de Lecast. Est-ce que quand on implémente la méthode par diffusion, est-ce qu'il y a une période aussi de 20 jours après laquelle on peut éventuellement espacer la fréquence des contrôles de qualité
Autre question, à quelle fréquence je dois passer mes souches de contrôle qualité? Donc, la question vraiment à retenir, c'est quelle fréquence pour les passages des souches? Et puis aussi, on pourrait se demander quels sont les critères d'acceptation. Alors pour ça, dans le document du CSFM, on va retrouver ces indications. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Premièrement, que les limites acceptables pour chacune des souches sont indiquées dans un chapitre spécifique du CSFM, qu'effectivement, au début au moins, quand on implémente la méthode, le faire quotidiennement jusqu'à ce que les performances soient satisfaisantes sont importantes, en essayant de ne pas avoir de valeur hors limite sur les 20 premiers tests. Et ensuite, on nous dit qu'il faut se référer aux recommandations de la SFM. Donc, qu'est-ce que nous dit le QAMIC, par exemple? Le QAMIC nous dit au sujet du contrôle de qualité qu'il faut couvrir notamment les changements de load réactifs. Pour les automates, quand on a des opérations de maintenance ou après résolution d'une panne, ou évolution de la version logicielle. Et sinon, l'info un petit peu clé, c'est on nous dit un contrôle toutes les 2 semaines paraît souhaitable et au minimum une fois par mois. Alors, on va voir si finalement, une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, est-ce que c'est vraiment suffisant? Et que dit le REMIC? Le REMIC, en fait, il ne dit pas grand-chose de plus. Alors, j'ai tout de suite anticipé un petit peu sur le REMIC 2022 qui va sortir. En fait, le REMIC renvoie vers les recommandations du QAMIC et vers les recommandations du CSFM. Donc, il n'y a pas d'informations spécifiques dans le REMIC concernant le contrôle de qualité des antibiogrames. Alors, voici un exemple de suivi avec les graphiques de Lebesgue que vous connaissez bien, de routine. Alors là, c'est un graphique, vous voyez que j'ai 135 valeurs consécutives. Alors ça, c'est un graphique finalement où tout va bien. Alors, bien sûr, sur ce graphique, qu'est-ce que j'ai représenté en rouge? C'est les bornes qui concernent la limite acceptable dans laquelle il faut se situer. Les pointillés rouges, c'est la cible théorique qu'il faut essayer de viser. Et puis en vert, là, c'est ma moyenne de laboratoire. Alors, le CAS nous dit quoi? En routine, à partir du moment où on a suffisamment de tests effectués, il nous dit que, idéalement, il faudrait viser à ce que notre moyenne de laboratoire soit proche de la cible à plus ou moins 1 millimètre. Et qu'est-ce que nous dit le CAST aussi? Que il ne faut pas plus de 1 valeur sur 20 en dehors des limites de contrôle. Alors, très clairement, c'est, je pense, assez irréaliste de se fixer comme objectif d'avoir systématiquement sa moyenne de valeur qui est proche à plus ou moins 1 millimètre de la cible. C'est faisable pour beaucoup de molécules, mais malgré tous les efforts, on se rend bien compte qu'il y a certaines molécules où on n'est pas vraiment sur la cible. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que vraiment ce qui est important, c'est surtout de vérifier qu'on est bien dans les limites acceptables à chaque fois qu'on fait le contrôle. Et puis, ce que je vous encourage éventuellement à faire, ça, c'est le genre de représentation qu'on peut mettre en place quand on a un contrôle qui n'est pas bon. Une des premières questions qu'on se pose, c'est est-ce que c'est mon disque qui aurait un problème? Et c'est vrai qu'une visualisation de ce type, où on représente d'une couleur différente les différents passages faits avec un lot d'antibiotiques, ça permet vraiment visuellement de se rendre compte, j'ai changé de lot de disque, peut-être que j'ai un décrochage de mon contrôle. Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple. Cette fois-ci, un exemple où on voit qu'il y a des problèmes. Vous voyez, sur ce contrôle-là, qui est le Bactrim et la souche de pneumocoque, j'ai 2 périodes sur toute la période de suivi là, où j'ai eu des contrôles de qualité qui étaient vraiment hors clos. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce graphique, il est effectué avec un contrôle qui est effectué 1 fois par jour dans la semaine, c'est-à-dire donc en fait 4 jours dans la semaine. Si je n'avais fait le contrôle qu'une seule fois par semaine, on voit que j'aurais perdu un petit peu d'information sur ces moments où le contrôle a commencé à dévier. Et si j'avais encore une fois fait moins, c'est-à-dire je retire encore 3 valeurs sur 4, et que cette fois-ci je passe à une fréquence de 1 fois par mois, eh bien on se rend compte que j'ai vraiment perdu de l'information et je risque même de passer à côté de certains problèmes. Donc, on voit bien ici, je les ai. Là, 1 fois par semaine, j'ai plus que 2 valeurs hors limite. Et là, je ne vois plus qu'un seul de mes 2 événements pour lesquels j'ai eu un souci. Autre point très important, si on réduit à, par exemple, 1 fois par mois, et j'ai déjà entendu ce genre de fréquence, 1 fois par mois le contrôle de qualité, si là je regarde et que j'ai un point hors limite, mettons que j'en ai un deuxième consécutif ou un troisième consécutif hors limite, c'est que j'ai eu un problème et que potentiellement on va devoir faire toute une étude d'impact. Or, il faut bien voir que la distance qui sépare ces 2 points, c'est 1 mois. Et donc, revenir en arrière sur des données qui ont plus d'1 mois, ça commence à devenir vraiment très difficile. Donc,
pour revenir un petit peu à la réponse à cette question, effectivement, c'est un idéal de se dire j'essaie d'être à plus ou moins 1 millimètre de la valeur cible, mais ce qui est surtout important, c'est de se retrouver à l'intérieur de nos limites acceptables. C'est vraiment ça qui est important. Donc, conclusion, la fréquence, je ne peux que vous encourager à passer le plus régulièrement possible vos contrôles de qualité. Et en termes de critères d'acceptation, ce qu'il faut vraiment mettre en place pour ne pas avoir une usine à gaz non plus, c'est essayer de viser le fait de rester dans les limites acceptables. Maintenant, on a vu le contrôle de qualité des disques, mais on peut se poser la question suivante, mais quid des géloses? Comment est-ce que je contrôle au laboratoire la qualité de mes milieux de culture? Donc, le cas, c'est une des questions, c'est est-ce qu'on a besoin de contrôler chaque nouveau lot de gélose Muir-Renton, par exemple? Et moi, je vous pose cette question suivante. Comment est-ce que je contrôle la qualité de mes géloses MH ou de mes géloses MHF au laboratoire? Alors, pour répondre à cette question, je vais reprendre exactement le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire le couple là, bactrim et pneumocoque. Et je vais prendre en fait cette période-là où vous voyez que vraiment notre contrôle de qualité n'était pas bon. Je vais étirer le graphique pour qu'on visualise clairement en fait toute cette période de temps, jour par jour, à chaque fois qu'on a passé le contrôle, qu'est-ce qui s'est passé. Alors bien sûr, la première chose qu'on a fait quand on a commencé à voir qu'on avait des points qui étaient hors limite, c'est de se dire j'ai peut-être un problème avec les disques. Alors effectivement, on a investigué les disques un peu dans toutes les situations, on a changé la cartouche, pas d'amélioration, on a essayé un nouveau lot, et puis on a regardé rétrospectivement en fait avec les différents lots de Bactrim qu'on avait, qu'est-ce qui s'était passé. Alors, mais finalement, ce lot qui était en cours d'utilisation pendant qu'on a eu ce problème, on voit qu'effectivement là on a des valeurs hors limite, mais avant ce problème, le même lot de disques n'avait aucun souci, et après la résolution du problème, vous voyez que le même lot de disques n'a pas de souci non plus. En fait, finalement, après toutes les investigations qu'on a pu faire, eh bien, c'était finalement les géloses qui avaient changé. On n'avait pas été prévenu directement, c'était pendant une période estivale. Et effectivement, le fournisseur habituel de gélose nous a fourni des géloses d'un fabricant alternatif, et on voit que c'est pile au moment où on a changé le milieu de culture qu'on a un décrochage de notre contrôle de qualité. À tout ça pour vous dire quoi? Que finalement, il y a moyen de contrôler la qualité de vos géloses, notamment le Bactrim avec la souche de pneumocoque. C'est un bon indicateur du fait qu'il y ait assez ou pas assez de thymidine dans le milieu de culture. Vous pouvez également utiliser le Bactrim avec la souche E. fecalis. Si vous avez des valeurs de Sécu qui sont inférieures à la limite basse, c'est que votre milieu contient trop de thymidine. Donc, vous avez un moyen de contrôler un petit peu votre couple, en fait, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que vous ne testez pas juste le contrôle du disque, c'est pas juste le disque ou c'est pas juste la gélose que vous testez, c'est un couple entre un disque d'un fabricant et une gélose d'un autre fabricant. Pour les géloses de Muir-Renton classiques, on peut également regarder de près le suivi du Sécu pour les aminosides, l'amicacine, tobramycine par exemple. C'est un bon indicateur du fait que les géloses contiennent trop ou pas assez de cations. Donc, par exemple, si vous avez tous vos contrôles qui sont OK, mais que sur les aminosides, vous avez un souci, ça peut être alors le coup d'investiguer un petit peu vos géloses. Donc, pour répondre à cette question, comment est-ce qu'on contrôle la qualité des géloses MH et MHF au labo? C'est encore une fois en passant vos souches ATCC, c'est votre passage du contrôle de qualité, votre souche de contrôle interne, et vous contrôlez à la fois vos disques et vos milieux et votre technique. Alors, je change de sujet, on passe à un autre point de détail, c'est le choix des bandelettes à gradient de concentration. Alors, la question que je vous pose, c'est la suivante. Est-ce que quand vous sélectionnez, quand vous choisissez les bandelettes que vous allez acheter chez un fabricant, quelles questions vous vous posez? J'imagine que vous posez comme question la performance des bandelettes. Éventuellement, on peut se dire la plage de CMI, est-ce qu'elle couvre suffisamment la zone qui m'intéresse? Le conditionnement, il y a plein d'aspects, mais il y a un autre paramètre très important que je vais essayer de vous expliquer et qui concerne en fait les bandelettes pour lesquelles vous avez une association entre un antibiotique et un inhibiteur de bêta-lactamase. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce genre de petites phrases qui sont là en notes du CSFM. Donc ça, c'était en 2021, on vous disait concentration fixée à 4 mg, fixée à, fixée à. Donc concentration fixée à. Et en 2022, qu'est-ce qu'on a?
presque la même chose, mais avec une phrase qui est légèrement tournée de façon différente. On voit concentration fixe de. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est un détail sémantique. Quelle est en fait la raison de tout ça? Une concentration fixée A, c'est pas parce qu'on a arbitrairement fixé le seuil à 4 mg. C'est surtout ce qui est important de retenir, c'est qu'avec la méthode de Cast, les bandelettes qu'on utilise avec des associations, vous avez la concentration de l'inhibiteur qui est fixe tout du long de la bandelette. Alors qu'il existe d'autres bandelettes, et notamment pour le CLSI, où à la place d'avoir une concentration fixe de l'inhibiteur tout au long de la bandelette, vous avez en fait un rapport qui est constant entre la molécule antibiotique et l'inhibiteur. D'accord? Donc, vous avez votre inhibiteur qui va varier, qui va augmenter en même temps que va augmenter l'antibiotique sur la gélose. Et donc, clairement, vous voyez qu'il y a des fabricants, donc là, par exemple, je vous ai mis un tableau avec Leofilchem, qui commercialisent deux références différentes de bandelettes d'amoxicilline acide clavulanique. Une référence adaptée aux recommandations américaines avec un rapport constant 2/1 pour l'inhibiteur, et des bandelettes, une autre référence du coup, qui est adaptée aux recommandations Locast et donc CSFM avec une concentration fixe de l'inhibiteur tout le long de la bandelette. Vous voyez qu'il y a d'autres molécules pour lesquelles on a exactement la même chose. Ça, c'est un autre tableau avec cette fois-ci les bandelettes Biomérieux. On voit aussi que pour l'augmentin, amoxicilline acide clavulanique, eh bien, on a deux références qui sont commercialisées. Pour les utilisateurs Biomérieux, vous avez peut-être probablement également reçu de courrier assez récent, vous voyez, 16 septembre 2021, qui nous informait du fait qu'ils commercialisaient maintenant cette nouvelle référence adaptée aux recommandations de Locast. Donc, je vous ai mis ici les deux références pour Biomérieux et les deux références pour les personnes qui utilisent Mictextrit, donc les bandelettes fournies par Leofilchem. Donc, attention aux bandelettes avec les inhibiteurs que vous utilisez. J'embraye sur un autre point de détail qui concerne aussi les valeurs numériques. Ça concerne le paramétrage de vos pivots de breakpoint dans vos systèmes informatiques de laboratoire. Vous avez vu dans le CSFM, on a des valeurs numériques de breakpoint qui peuvent être avec des décimales, 0,5, 0,03, 0,06. On a beaucoup d'exemples. La question que je vous pose, c'est quel pivot avez-vous paramétré dans vos cils pour les valeurs numériques du CSFM qui sont indiquées à 0,03 ou à 0,06? Est-ce que vous avez paramétré 0,03, la même valeur qui est marquée ici? Ou est-ce que par hasard, vous aurez marqué 0,032 ou une autre valeur? Et pareil pour le 0,06, avez-vous mis comme pivot dans vos cils 0,06 ou 0,064? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Eh bien, parce que vous voyez que le système des CMI, en fait, c'est un système basé sur un comptage mathématique avec des raisons en partant de 1 vers le haut ou vers le bas. Ici, on commence à avoir des concentrations d'antibiotiques avec des décimales. Donc, vous voyez, si je déroule ici, on a des 0,00 avec plusieurs chiffres après la virgule. Alors, bien sûr, on va dans les tableaux de Locast et du CSFM, on ne va pas vous écrire des chiffres avec autant de décimales après la virgule. Et donc, les chiffres qui sont dans les tableaux sont des valeurs décimales abrégées. Or, la problématique, c'est que quand on regarde les bandelettes à gradient de concentration, on se rend compte qu'il y a des chiffres ici, là, notamment pour le 0,06, on voit que la valeur qui est indiquée sur la bandelette, c'est 0,064. Et pour le 0,03, on a du 0,032 ou ici, du 0,032. Donc, le problème, c'est que si vous paramétrez votre pivot dans votre cil à 0,06 pour une valeur que vous allez lire sur votre bandelette à 0,064, eh bien, votre cil, il va vous interpréter ça comme résistant, alors qu'en fait, c'est simplement que si vous aviez paramétré votre cil directement à 0,064, vous n'auriez pas eu de souci. Donc, méfiez-vous, c'est vraiment un tout petit détail qui peut paraître insignifiant, mais potentiellement, si vous avez mal paramétré dans votre cil, vous risquez de rendre des faux résistants pour ce genre de valeur quand vous avez pile le breakpoint qui est à cette valeur-là, 0,06 ou 0,03, et que vous lisez et que vous rendez 0,064 ou 0,032 avec ce genre de paramétrage. Alors, ça, vous avez peut-être remarqué aussi, juste avant les tableaux spécifiques d'espèces, vous avez toute une série de notes. Ici, un peu des notes génériques sur l'ensemble des tableaux. Et pour la version 2022 du CSFM,
si vous l'avez parcouru, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs nouvelles notes qui sont apparues, et notamment celle-ci, la petite note 9, là, qui explique un petit peu cette problématique. Et justement, le CSFM attire l'attention des labos sur le fait que les bandelettes à gradient de concentration indiquent des valeurs qui ne correspondent pas pile aux abrégés, et qu'il faut être attentif au moment où vous paramétrez ces breakpoints dans vos cils à 0,06 ou 0,03. Maintenant, je vais vous présenter un autre petit aspect de détail, c'est concernant le stockage du matériel. Et cette question, c'est comment est-ce que vous conservez vos réactifs d'antibiogramme pendant votre journée de travail par rapport à votre stockage. Alors, on a dans le CSFM, dans la première partie, un certain nombre d'informations. On dit que les disques, il faut les conserver au froid déjà. Quand c'est au frigo, dans des conteneurs fermés avec un dessiccateur à l'abri de la lumière. Et puis, pour éviter la condensation, quand on sort les disques ou quand on sort les containers du frigo, il faut les laisser revenir à température ambiante avant de les ouvrir. Et trop souvent, je vois les techniciennes se précipiter quand elles ont une cartouche qui est vide ou un distributeur qui est vide vers le frigo et tout de suite ouvrir soit le distributeur, soit les nouvelles cartouches, alors qu'on ne les a pas laissées revenir à température ambiante. Donc, on renvoie également vers les notices fabricants, mais le fabricant, il dit rien d'autre que ça, garder au froid, laisser les cartouches revenir à température ambiante. Et même chose si vous regardez ensuite les notices de vos bandelettes. Donc, voilà, le point important, c'est laisser bien revenir vos cartouches à température ambiante quand vous les sortez du frigo ou juste avant d'ouvrir le blister. Même chose pour vos bandelettes à gradient de concentration. Alors, encore pire si vous les sortez du congélateur. Donc, attendre un petit peu. Et puis, pour les distributeurs qui sont au frigo dans des containers fermés hermétiques, c'est pareil. Quand ils sortent du frigo, pensez à bien les laisser revenir à température ambiante avant de les ouvrir. Donc, moi, j'ai constaté trop souvent ce genre de choses dans mes propres frigos laboratoires. Et donc, je leur ai bien montré aux techniciennes, regardez que vos containers sont bien fermés, parce que sinon, ça ne sert à rien de mettre un dessicant, par exemple. Ou trop souvent, des containers qui sont ébréchés, c'est pareil, ça ne sert à rien. Et puis, cette question-là, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est bon là, oui ou non? On est d'accord que là, ce que j'ai à l'écran, c'est le dessicant. Regardez un petit peu dans vos containers ce que vous avez. Quand vous avez des dessicants qui ont cet aspect-là, clairement, il faut d'abord les régénérer, sinon, il ne va pas être efficace du tout. Donc, comment elles doivent être les géloses avant de s'en servir? Comment on stocke nos réactifs? Eh bien, en faisant attention de bien revenir à température ambiante. Maintenant, une autre question que je vous pose, c'est comment doivent être les géloses juste avant de s'en servir? Eh bien, le CSFM me dit quoi? C'est qu'il faut vraiment éviter la condensation sur la surface des géloses ou dans le couvercle. Et que si besoin, on peut les laisser sécher soit à température ambiante toute la nuit, les laisser overnight à température, ou si vraiment on est coincé le jour même, on n'a plus de gélose à température ambiante, et si on sort des géloses du frigo, même chose, prenez le temps de les faire sécher. Alors, si vous êtes pressé, vous pouvez même les mettre à l'étuve, couvercle entrouvert pendant 15 minutes. Le risque, en fait, c'est que si vous prenez des géloses dont la surface est un peu humide, notamment sur les géloses MHF, par exemple, pour les antibiogrames d'hémophilus, vous risquez d'avoir des doubles zones comme ça, et du coup, d'interpréter peut-être résistant à un antibiotique, alors qu'en fait, si vous l'aviez testé sur une gélose qui était parfaitement sèche, vous aurez eu un résultat sensible. Donc, méfiez-vous de ça. Il faut vraiment regarder la surface de la gélose ou dans le couvercle. Il ne faut pas avoir ça. Si vous avez ça, c'est vraiment important de mettre les géloses soit overnight à température ambiante, ou si on a besoin de l'utiliser tout de suite, 15 minutes à l'étuve avec le couvercle entrouvert. Donc, comment doivent être les géloses avant de s'en servir? C'est très simple. Elles ne doivent pas être humides, mais bien sûr, pas desséchées non plus. Maintenant, j'attaque la deuxième partie qui est les règles de lecture. Vous avez, au début du CSFM, tout un chapitre qui décrit la façon dont on doit lire les diamètres d'inhibition. Donc, vous avez cette partie-là, en fait, qui correspond à des règles générales qui vont s'appliquer tout le temps. Et puis ensuite, vous avez, bien sûr, aussi des exceptions à la règle ou des cas particuliers. Et l'autre aspect, c'est que en plus de ce qui est indiqué dans la partie méthodo au début du document, vous avez quand même beaucoup de rappels dans les chapitres spécifiques, soit en notes sur le côté des tableaux, et vous avez même beaucoup de photos maintenant qui sont disponibles
sur le côté pour pouvoir bien comprendre la règle et puis avoir des exemples. Donc, les règles générales, lumière transmise, donc par le dessus, sauf cas particulier, parce qu'il y a certains cas particuliers où il faut lire en lumière incidente. Donc, pardon, en lumière incidente, il faut lire en lumière incidente et pas en lumière transmise, sauf cas particulier. Il faut lire au niveau de la complète inhibition de la culture, sauf cas particulier. C'est un petit peu comme les CMI. En fait, CMI, on lit le premier puits où il n'y a pas de pouce. Quand on a parfois des doubles zones où on peut avoir des colonies dans la zone d'inhibition, si la culture est pure, eh bien, il faut en tenir compte pour la mesure des diamètres, sauf également pour certains cas particuliers. Et puis, on peut considérer ça aussi éventuellement comme une règle générale. Sur gélose MHF, pour les streptocoques, vous pouvez avoir de l'hémolyse, alpha ou bêta. Eh bien, il ne faut surtout pas lire la zone d'hémolyse, mais ce qu'il faut lire, c'est l'inhibition de la culture. Alors, la plupart du temps, on a ce genre de halo d'inhibition. Même avec la technique d'écouillonnage, on a des bordures franches et évidemment, ça ne pose aucun problème de lecture, on sait très bien où est-ce qu'il faut lire. En revanche, pour certains couples antibiotiques-bactéries, et notamment avec la technique d'écouillonnage qu'on propose là depuis quelques années avec le CAST, eh bien, on a des bordures qui ressemblent un petit peu à ça, avec une sorte de double zone, une sorte, on va peut-être dire de bordure en brosse. On sait pas, je voudrais être certain que tout le monde sache bien, est-ce que je lis là ou ici? D'accord? Donc, la règle, je répète, c'est de lire, sauf cas particulier, à la complète inhibition de la culture. Et la complète inhibition de la culture, c'est ici. D'accord? Donc, c'est à cet endroit qu'il faut faire la mesure et pas sur le halo externe. Dans Halocast, en fait, il y a un reading guide dans lequel on a beaucoup de photos. On retrouve exactement ces mêmes exemples. Alors là, il y a beaucoup de fluoroquinolone pour les entérobactérales. On voit que, effectivement, moi, je le constate aussi avec mon couple disque-gélose. Les fluoroquinolones des entérobactérales, on a souvent ce genre d'image. C'est vraiment ici qu'il faut faire la mesure. Je donne d'autres exemples avec des sortes de double zones. Encore une fois, il faut que la culture soit pure, on est d'accord. Quand il y a des colonies dans le halo, voilà, eh bien, la première chose à faire, c'est être sûr que ce soit pur. On peut prélever des colonies, les tester en spectromètre de masse et voir si c'est la même chose. Si c'est la même chose, si c'est bien la même espèce, il faut les prendre en compte et faire la mesure là au niveau des dernières colonies. Concernant l'hémolyse, je vous ai dit, ce n'est pas l'hémolyse qu'il faut lire, c'est vraiment l'inhibition de la culture. Alors, quand on a des souches qui sont bêta-hémolytiques, en général, la zone de bêta-hémolyse est dépourvue de colonies. Donc, c'est assez facile à lire. On lit l'inhibition de la culture, puis on a l'hémolyse qui se poursuit plus loin. Pour les souches qui sont alpha-hémolytiques, en général, dans l'alpha-hémolyse, on a encore des colonies et finalement, on lit presque en bordure de l'hémolyse ici. Mais dans certains cas, on a l'hémolyse alpha qui se poursuit un petit peu plus loin. Et si la culture s'arrête à ce niveau-là, ben c'est à ce niveau qu'il va falloir faire la mesure du diamètre. Bien sûr, ça, c'est les règles générales. Il y a quelques exceptions. Alors, on va bien sûr pas rentrer dans toutes les exceptions, mais je vais en prendre une qui est pas facile à comprendre. C'est le cas du Bactrim, triméthoprim, et surtout triméthoprim sulfaméthoxazole. Vous avez tout ce paragraphe là qui décrit en fait les différentes exceptions. Alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a trois parties. Premièrement, le Bactrim, c'est une légère exception de façon globale par rapport à toutes les autres molécules. C'est que on considère que parfois, et notamment sur gélose MHF, on a une très 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 fine pousse qui peut être présente dans la zone d'inhibition. Et cette très 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 fine pousse, de colonies vraiment minuscules, il ne faut pas en tenir compte, et notamment sur MHF. Donc ça, c'est, on va dire, pour le Bactrim de façon générale. Mais ensuite, vous avez des surexceptions pour le Bactrim avec certaines espèces, et notamment pour Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia pseudomallei et Achromobacter xylosooxydans, vous avez une règle, et vous avez une autre règle qui est très proche, mais quand même avec une petite différence que je vais vous montrer, pour Aeromonas, et je rajoute également Vibrio, même si à cet endroit, c'est une toute petite coquille là, il manque le mot Vibrio, mais comme vous avez sur le chapitre Vibrio, vous verrez que la règle, c'est exactement la même que pour Aeromonas. Donc, je reviens sur les trois parties de la règle. Bactrim, de façon générale, il est possible, notamment sur les jouets de MHF, qu'on a une très, 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 très fine pousse là. Il ne faut pas en tenir compte pour le Bactrim. Ensuite, pour Stenomatophila,
pour Burkholderia pseudomalayi et Achromobacter xylophoxidans, on a très fréquemment ce genre d'image, avec vraiment une culture très dense qui va parfois même juste au contact du disque. Mais néanmoins, à partir du moment où on a un halo d'inhibition, eh bien, c'est à cet endroit, au niveau de la partie externe du halo d'inhibition, qu'il faut faire la mesure. Et il ne faut pas tenir compte de toute la pousse qui est dans la partie interne de la zone d'inhibition. Je rajouterai un point de détail. Dans la petite note ici, en C, du chapitre Sténomaltophilia, non seulement en B, on vous explique là la règle de lecture, mais également, c'est important que vous ayez en tête le fait que la résistance au Bactrim pour Sténomaltophilia, c'est une résistance qui est vraiment rare. Donc, quand vous sortez une souche résistante, la première question à se poser, c'est déjà, est-ce que j'ai bien appliqué ma règle de lecture comme il faut? Donc ça, c'est vraiment le point essentiel à vérifier. Et si vous avez l'impression que vous n'avez pas de halo d'inhibition, comme c'est vraiment rare, il faudra même déterminer la CMI pour confirmer. Et en CMI, c'est un petit peu la même chose. Vous pourrez de nouveau avoir ce petit voile de culture présent ici. Et vous savez que le Bactrim, ça se fait à 80% d'inhibition. Donc, toute cette zone-là, il ne faut pas en tenir compte. Et on commence à prendre la zone où la pousse commence à être franche, là. Et donc, ça vous permet de confirmer votre résultat. Et je vous ai dit que pour Aeromonas et Vibrio, la règle était proche de celle pour Cénotrophonnas maltophilia, mais avec une légère différence. La partie proche de la règle, c'est les deux images que vous avez, celle à gauche et celle au milieu. On voit qu'on a une culture assez dense dans le halo, mais un beau halo externe, donc on mesure la partie externe. Ici, on a également de la culture vers l'intérieur, avec une zone un petit peu floue. On mesure la zone externe. Donc la seule différence, en fait, c'est quoi? C'est que vous pouvez parfois avoir une sorte de double zone, c'est l'image de droite, une double zone, on la voit ici, mais avec la bordure interne qui est vraiment franche, tout à fait nette. Et pour ce cas de figure, pour Aeromonas tiberio, eh bien, ce n'est pas la partie externe qu'il faut mesurer, mais c'est la partie interne du halo. Voilà, je vais aller rapidement sur ce point-là. Streptocoque et résistance inductible à la clindamycine. Hein, on vous dit que pour détecter la résistance inductible à la clindamycine, il faut rapprocher, enfin, il faut que les disques soient placés à une certaine distance. Et alors, en routine, c'est à mon avis très très rarement fait, mais on regarde en fait si entre les deux disques d'érythro et de clinda, on a un antagonisme. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que nous, en fait, on a eu une erreur sur un contrôle de qualité externe où la souche, la réponse attendue, c'était présence d'une résistance inductible, et nous, on avait répondu sensible sans résistance inductible. Et donc, je vous montre la souche en question. On a l'érythromycine qui est résistant, effectivement, qu'on avait bien répondu résistant, mais on avait répondu sensible pour la clindamycine, et vous voyez, en fait, sur notre antibiogramme du départ, le halo est parfaitement net, il n'est pas déformé, il n'y a pas de résistance inductible à la clindamycine. Sauf que, en fait, sur une gélose où on a un distributeur, alors nous, on utilise une gélose carrée, avec les distributeurs carrés, on a un écartement assez important de bord à bord, là, entre les raies et la clonave, enfin sur tous les disques, de 24 mm. Et donc, en reprenant cette touche pour laquelle on a sorti un mauvais résultat, en fait, on s'est rendu compte que si on avait rapproché un petit peu les disques, on aurait mis en évidence cette résistance inductible. Et effectivement, ce n'est pas pour rien qu'il y a cette distance de 12 à 18 mm. Donc voilà, en tout cas, le message, c'est que si vous avez éventuellement un doute ou que si le halo vous semble légèrement altéré, peut-être que de rapprocher les disques, ça peut permettre de mettre en évidence cette résistance. Et je terminerai très très rapidement pour vous parler des nouvelles recos. Simplement pour vous dire que pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait franchi le pas des nouvelles recos avec la nouvelle terminologie sensible à forte posologie, je vous encourage à vous plonger dans les annexes du CSFM et notamment l'annexe 3 qui a été entièrement réécrite par rapport à l'année dernière pour préciser un petit peu toute la philosophie en fait de ça et puis surtout aussi donner des clés au laboratoire pour mettre en place le système. Je vous encourage également à relire l'annexe 2, qui a été aussi entièrement réécrite concernant l'azite. Et puis, l'autre point très important, sachez que le tableau des posologies qui figure en annexe du CSFM depuis déjà quelques années, ce tableau a été entièrement revu par un groupe de travail composé de membres de l'ASPIF, la Société française de pharmacothérapeutique et des membres du CSFM, pour aboutir à un tableau
vraiment adapté aux posologies et aux habitudes de prescription en France, avec en plus l'avantage de présenter différents schémas de prescription qui répondent aux objectifs PKPD. Et tout dernier point, eh bien, sachez également qu'en collaboration avec la mission Primo, la mission SPARES avec le CSFM, il y a 2 documents qui ont été produits, qui sont à disposition de tous les utilisateurs, qui sont disponibles notamment sur le site de la SFM, et avec un document long qui explique vraiment tout le rationnel en fait, de ce changement, mais également un document au format PowerPoint qui peut être pour vous un outil pour aller voir les cliniciens et puis mettre en place un PowerPoint que vous modifier, mais en plus avec au bas de chaque diapositive des commentaires qui peuvent vous aider à expliquer tout ça. Donc en conclusion, pour revenir à notre antibiogramme par diffusion, il faut quand même avoir en tête que c'est une méthode qui est très robuste. C'est vrai que parfois, on peut faire varier des paramètres à droite, à gauche, certains paramètres, et puis finalement, on se rend compte que les résultats sont très, très reproductibles, très robustes. Cependant, on a vu que le diable se niche dans les détails. On a vu, bien sûr, cet exemple un peu caricatural pour le choix des bandelettes avec l'inhibiteur. Il ne faut pas se planter de référence de bandelettes avec les inhibiteurs. Attention au paramétrage de vos breakpoints dans le cil. Vous pouvez éventuellement avoir des erreurs rien que sur ce petit détail. On a vu l'impact du stockage des réactifs sur la qualité. Faites très attention aux règles de lecture parce que voilà, ça a vraiment toute son importance. Et puis, je ne peux que vous encourager à passer fréquemment vos souches ATCC pour le contrôle de qualité. Et concernant l'aide à la place des des nouvelles recos, plongez-vous dans les annexes du CSFM et dans les documents pédagogiques dont je vous ai parlé. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention en espérant que je n'ai pas trop débordé le timing. Non, pas de problème, Frédéric. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est vrai que l'annexe avec la collaboration avec la SPILF pour mettre à jour, pour mettre les recommandations sensibles, des doses antibiotiques en cohérence avec les recommandations françaises étaient assez bienvenues, parce que c'est vrai qu'auparavant, on avait des recommandations qui étaient plutôt européennes, je crois, qui ne collaient pas forcément à ce qu'on faisait en France. Oui, et Et d'ailleurs, ça te posait. Ouais, c'était un frein, je pense, pour beaucoup de laboratoires qui n'ont pas voulu mettre en place les nouvelles recos tout de suite, parce qu'il y avait le problème du pseudomonas, mais ce n'est pas le sujet du jour, qui est rendu fort poso pour la plupart des molécules. Mais il y avait aussi potentiellement le fait que quand on commence à écrire sensible à dose standard, sensible à forte posologie, ça implique que quelque part, on puisse mettre à disposition du clinicien un tableau des posologies. Or, le tableau des posologies qui était précédemment mis à disposition dans le CSFM, c'était le tableau européen. Et qui dit européen dit compromis, consensus, avec des choses qui collent, mais avec aussi quelques molécules pour lesquelles, malheureusement, ça ne collait pas avec les habitudes de prescription en France. Donc là, vraiment, toute la force de ce tableau-là, c'est que vraiment, ça a été revu avec les infectiologues, avec les pharmacos, pour faire quelque chose d'adapté, en tout cas pour le niveau national. J'ai quelques questions sur le chat. On nous demandait, par exemple, si il est possible d'extrapoler la catégorisation clinique de la ceftriaxone à partir du résultat du céfotaxime. Oui, alors je n'avais pas d'expérience personnelle vraiment très importante sur le sujet, tout simplement parce que nous, en routine, sur nos antibiogrammes, on ne teste pas céfotaxime et ceftriaxone, on teste juste le céfotaxime la plupart du temps et la ceftazidime. Donc en fait, après discussion avec le CNR, avec Laurent Dorter, l'info que je peux vous donner, c'est qu'en fait, pour le céfotaxime et le ceftriaxone, c'est vraiment des molécules qui sont très, très proches en termes d'activité. Donc, il y a excessivement peu de discordance de catégorisation entre les deux molécules, entre céfotaxime et ceftriaxone. La différence, elle se fait surtout en termes pharmacocinétiques, puisque l'une est principalement excrétée par voie urinaire, l'autre principalement par voie biliaire. Il y a une différence également dans le testing, parce qu'il y a une molécule pour laquelle le céfotaxime, c'est 5 microgrammes, les disques, alors que pour ceftriaxone, c'est 30 microgrammes. Donc, vous avez des tailles de halo qui sont assez différentes, mais néanmoins les cutoffs qui sont quand même adaptés. Donc, a priori, pas de différence entre le céfotaxime et ceftriaxone, en tout cas pour les entérobactériens. Par contre, il faut bien être clair sur le fait que entre céfotaxime ou ceftriaxone versus ceftazidime, là, pour le coup, vous pouvez avoir des discordances. Comme vous avez dit, LSO ou CHN, vous pouvez avoir l'une molécule touchée, mais pas l'autre. Et puis,
L'autre point, par contre, c'est concernant le pneumocoque et pour les hémophilus. Là, pour le coup, il y a une petite différence entre les deux molécules. La ceftriaxone faisant souvent mieux d'une dilution, voire même des fois de 2 dilutions, que le céfotaxime. Ok. Moi, j'avais une notion, mais je ne sais pas si elle est toujours. On m'avait dit, en fait, c'est toujours pareil, sur les entérobactéries en tout cas, sauf dans le cas de l'hyperoxyde de Klebsiella oxytoca où la ceftriaxone est Ah oui, résistante. effectivement, ouais, il y a cet Il y avait cette notion à exemple-là l'époque. où on peut avoir une discordance. Ouais. Pour moi, c'était l'exception, en fait. Oui, tout à fait, vous avez raison. Ouais. Euh, alors, j'ai une question là sur ce qui revient de temps en temps avec les utilisateurs du Vitec qui sont très embêtés avec la phosphomycine sur les entérobactéries avec un breakpoint qui est à 8 pour la phospho et qui n'est plus couvert par la carte 372. Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? Je me demande comment on fait pour s'en sortir. Malheureusement, je ne peux pas vous dire grand-chose, à part qu'effectivement, les breakpoints ont été revus à la baisse par le CAST et le CSFM a adopté le nouveau breakpoint à 8. Donc, effectivement, pour l'instant, la carte Vitec telle qu'elle est présentée actuellement, elle ne permet pas de descendre aussi bas. Donc, elle peut vous dire résistant à partir de 16, mais en dessous de 16, elle ne va pas vous donner la réponse. Donc, il faudra attendre le redéveloppement de la carte, ou en tout cas de cette molécule pour la carte. Et vous n'avez pas trop d'autres choix si vraiment vous voulez rendre le résultat de façon fiable à ce moment-là, c'est de tester en disque. Après, ça se discute avec les prescripteurs en fonction de si à voir vraiment avec le prescripteur si vous vous lancez uniquement quand vous avez un renseignement traité par phospho ou si c'est par exemple une femme enceinte où vous savez que le traitement, c'est la phospho qui doit être contrôlée par un état d'antibiogramme. Ça peut être aussi l'occasion d'initier un petit peu du dialogue avec le clinicien parce qu'on se rend compte que souvent l'antibiogramme le CBU pardon, est prescrit pour une cystite simple alors qu'il n'y avait aucun facteur de gravité, que en fait il n'y avait pas besoin d'un antibiogramme. Voilà, c'est peut-être ce genre de réponse, mais en attendant malheureusement il faut attendre pour le Vitec le redéveloppement de la carte. Ok. Merci Frédéric pour cette réponse. J'ai une question sur une auditrice qui a un problème pour la lecture des CMI sur le pneumo. Elle dit qu'elle lit la zone d'hémolyse, sinon son CQ est faux. Est-ce qu'il faut la lire ou pas? Je ne sais pas si j'ai bien posé la question. Sur les CMI, ouais, sur les CMI, sur les bandelettes CMI pour le pneumocoque. Alors, je ne sais pas si c'est une molécule en particulier. C'est la péninsule. Mais Alors ouais, je voudrais juste attirer l'attention des auditeurs sur le fait qu'il y a un warning à l'ECAS actuellement pour les bandelettes de pénicilline G. Où c'est déjà depuis un moment à l'ECAS, ça figurait dans le document du CSFM jusqu'à l'année dernière avec la liste des warnings. Et on a pris la décision de supprimer cette annexe en fait et de renvoyer les utilisateurs vers le site de l'ECAS parce que les mises à jour en fait sur le site de l'ECAS sont assez fréquentes. Et donc, pour pas que notre CSFM donne une information fausse pendant 9 mois sur l'année, on a préféré renvoyer les utilisateurs vers le site de l'ECAST. Bon, sur la question, je peux juste rappeler qu'effectivement, normalement, il ne faut pas lire l'hémolyse. Il faut lire la complète inhibition de la culture. Donc, voir si c'est ce problème de bandelettes de pénicilline G, ou sinon, il faut qu'elle investigue un petit peu quel est le problème en voyant les lots, les gélos, voilà, enfin, toujours la même démarche, quoi. Normalement, non, on ne lit pas l'hémolyse. Une personne qui demande quelles sont les différences en fait entre, si c'est possible de les résumer comme ça en quelques mots, entre les recommandations françaises et américaines, européennes et américaines, je pense. Et je voudrais savoir si cette personne qui se dit débutante en bactériologie, si ces recommandations sont superposables ou complémentaires. C'est un système assez différent en fait. Déjà, rien que vous avez compris là, tout le système qui s'est mis en place avec les nouvelles formulations sensibles de standards, sensibles pour posologie. Quand on regarde le document du CLSI, ils sont encore restés sur un système assez différent. Il y a des catégories sensibles. Ils ont gardé une catégorie intermédiaire qui correspond au même fourre-tout qu'on avait précédemment. Et puis une catégorie, mais qui concerne vraiment très très peu de molécules, qui s'appelle sensible dose dépendant, pour lesquelles ils insistent un petit peu plus sur le fait que en montant les posologies ou en ayant quelque chose de fortement concentré sur le site infectieux, ça peut marcher.
mais c'est pas vraiment la même méthodologie, hein, donc il faut se méfier. Et donc, toute la méthodo là qu'il y a pour le CSM ou pour le CAST, hein, bah, les breakpoints sont adaptés à cette méthodologie. Vous voyez, par exemple, prenons l'exemple là qu'on avait vu tout à l'heure avec les bandelettes, hein, le CLSI, c'est des rapports 2 pour 1 qui préconisent. Enfin, ouais, il y a des genres de différence. Donc, Mm. je sais qu'il y a des pays qui sont affiliés CLSI. Il y a beaucoup de pays européens, puis des pays francophones aussi, ou beaucoup de pays autres dans le monde qui sont affiliés à l'EUCAST, hein. C'est vraiment deux systèmes séparés, malheureusement, qui sont à part, quoi. Mm. Ok. Pour finir, je vois pas d'autres questions sur le chat. Pour 2023, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les nouveautés, quoi de neuf, Doc, pour le CASFF 2023? Il y aura pas, on est en train de travailler sur la version qui sortira 2023. J'ai pas de scoop particulier à vous donner. Il y aura pas vraiment Oh, il y aura pas dommage. de grosses modifications. Il y aura, voilà, donc ce sera quelques modifications de breakpoint, peut-être des arrangements dans le document, mais pas de grosses nouveautés. Ok. Bah, merci beaucoup, Frédéric, pour ce webinaire. Je remercie aussi tous les auditeurs qui se sont connectés ce soir. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous proposer des sujets aussi webinaires à l'adresse bpprimo@chu-nantes.fr. Le webinaire sera disponible dans les prochains jours en rediffusion à la demande sur la chaîne YouTube du Olympias Primo. Je remercie à Sonia Thibault pour la modération du chat, également Jean-Paul Alves de 021 Prod pour les moyens techniques et la réalisation. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à bientôt pour un autre webinaire. Merci Frédéric. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.